Bienvenue sur 1991, les questions d'une génération. Si tu as grandi dans les années 90 et que tu t'approches ou que tu as passé la trentaine, tu es au bon endroit. Ici, tous les 15 jours, on prend le temps de parler de nous, de ce qui bouge, de ce qui fait peur et de ce qui fait sens, tranquillement, ensemble. Donc, installe-toi. Bienvenue dans 1991, les questions d'une génération. Alors, c'est un épisode un peu particulier parce qu'en fait, je vais te raconter un peu ma vie. Je vais te raconter d'où je viens, qui je suis et pourquoi j'en suis arrivée, comment et pourquoi j'en suis arrivée à là aujourd'hui. Alors tout débute le 4 juillet 1991 à Paris, dans le 19e. J'ai pas vécu à Paris. Mes parents y ont vécu, mais moi, non. Dès que je suis née, mes parents ont décidé de quitter Paris intramuros pour la banlieue parisienne et la banlieue bien profonde, parce que j'ai grandi dans un petit village, petite village-ville qui s'appelle Saint-Chéron. J'y ai grandi, j'y étais donc de mes 0 ans à 18 ans. Quand j'étais petite, j'étais une petite fille, je dirais quand même curieuse, mais très boudeuse. J'étais très boudeuse, je boudais pour un oui ou pour un non. C'était j'étais un peu capricieuse. En vrai, j'ai manqué de rien. En vrai, j'ai manqué de rien. J'ai eu ce que je voulais entre guillemets, à l'échelle de mes parents, bien sûr. À l'échelle de mes parents, je suis d'origine congolaise. Je voulais pas préciser, mais je suis d'origine congolaise. Et mes parents sont arrivés dans les années 80. Et en vrai, j'ai pas manqué. Je me rappelle pas avoir manqué de quoi que ce soit, ni dans la bouffe, ni dans l'affection en étant petite. Pour moi, j'étais une petite fille heureuse. J'essaye de me souvenir, hein, je vais pas vous mentir que faut creuser un peu ma mémoire, mais j'ai pas de souvenir de grosses, d'un truc horrible qui me serait arrivé quand j'étais petite. J'ai deux petites sœurs, une qui s'appelle Cindy et qui est née en 1994 et une autre qui s'appelle Daisy et qui est née en 99. Alors comment se passe mon enfance? Mon enfance se passe plutôt bien. Là, je vous explique de manière générale. Je vais rentrer dans le système scolaire très rapidement. De manière générale, moi, je grandis avec mes cousins, mes cousines. Je l'ai dit. Je suis très très proche de ma famille aujourd'hui. C'est grâce à nos parents. On a tous grandi ensemble. On était tous les uns les autres, mais vraiment des petits. J'étais chez mes cousins, mes cousines, ils étaient chez moi. On passait nos week-ends ensemble, les événements de famille, c'était tout le temps, il y avait toujours un truc. Donc vraiment, je me rappelle pas le jour où je les ai rencontrés parce que bah, j'ai l'impression d'être née en même temps qu'eux en fait. Et en grandissant, en grandissant ensemble, en fait, ça m'a permis vraiment d'avoir un socle familial très solide. J'ai un socle vraiment très très solide. Ensuite, alors on va parler de la partie de l'école. L'école, ça me fait rire parce que j'ai jamais été alors j'ai pas été une mauvaise élève, mais j'étais fainéante. J'étais très très fainéante. Quand j'avais envie de travailler, je travaillais. Quand je voulais pas travailler, je ne travaillais pas. Euh, de la primaire au collège, d'après mes souvenirs, j'étais pas nulle, j'étais pas bonne non plus. J'étais passable, voilà. J'ai grandi dans une cité HLM. J'utilise le mot cité avec beaucoup de pincettes parce que c'est pas du tout la même connotation qu'aujourd'hui, en tout cas de la manière dont on l'utilise. J'ai grandi dans une résidence, si vous voulez, sociale, mais qui était vraiment haut de gamme, quoi. C'était hyper calme, en tout cas à l'époque. C'était calme, on pouvait rester le soir, il se passait rien. Il y avait personne qui traînait en bas des blocs entre guillemets. Il y avait pas d'incident majeur. Je me souviens si une fois il y a une voiture qui a brûlé. Je crois que c'était parce il y avait un climat social à l'époque qui était assez lourd. Donc j'ai pas de souvenir d'un gros événement, enfin d'une cité à feu et à sang. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Ensuite, bah, dans cette période-là de ma jeunesse, là, j'essaye de vous faire un parcours de mes 0 avant le collège, à mes 10, 11 ans. J'ai mon petit groupe de copines, on habitait tous dans le même quartier. Donc il y avait il y avait quatre bâtiments. Et on habitait chacune ou même plusieurs dans chacun des bâtiments. On n'était pas beaucoup de personnes noires.
c'était un petit village, donc vraiment, on se comptait vraiment sur les doigts de deux mains. Allez, deux mains, vraiment pour vraiment englober le truc. Mais on n'était pas beaucoup. Ce qui fait qu'en fait, dès qu'il y avait un nouveau, il y avait un nouveau Renault, on était comme ça en mode, c'est qui? Franchement, on n'a pas du tout grandi de manière communautaire, pas du tout. Je pourrais même dire que on a grandi euh, beaucoup plus à l'européenne qu'à l'africaine. En tout cas, je parle vraiment pour moi et mes sœurs. Après, je pense que les filles autour de moi aussi seront plutôt d'accord. C'est les filles avec qui j'ai grandi seront plutôt d'accord avec moi parce qu'on était vraiment une très forte minorité. On était vraiment, vraiment, vraiment pas beaucoup. Est-ce que c'est bien ou pas bien? Je te laisse en décider, mais non, non, j'ai vraiment grandi avec vraiment une grosse partie de la culture européenne. Et donc la primaire se passe bien. J'ai un souvenir là qui me passe par la tête. C'est le premier jour où j'ai compris que j'étais noire. C'est important pour moi de vous raconter ça. Euh, c'est important pour moi de raconter cette histoire parce que euh, ça a été pour moi un élément déclencheur. On était à l'école et à l'époque, on nous faisait des tresses comme ça. Je sais pas si vous voyez des tresses en mode fleur. Nous, on appelait ça la fleur ou l'araignée. Et c'était des nattes collées. Et, euh, et je sais plus la phrase qu'on m'a sortie, ni si c'était une fille, ni si c'était un garçon, je m'en souviens pas, mais je me souviens d'être rentrée chez mes parents, d'être rentrée chez moi, et avoir dit à ma mère, mais pourquoi est-ce que je suis noire? J'ai dit, mais moi, j'ai pas envie d'être noire, je vais être blanche. Voilà. Ma mère m'a expliqué, elle m'a dit que c'était comme ça. Bref, elle m'a expliqué avec ses mots à l'époque. Je pense qu'elle était même surprise parce que ma mère, je pense qu'elle s'est jamais posé la question de pourquoi est-ce qu'elle était noire, vu qu'elle a grandi qu'avec des personnes noires. Mais c'est vrai que c'est un événement qui m'a toujours marqué. Et je vous dis ça, j'avais 7 8 ans, je pense. Je vois très bien dans la cour. J'ai vraiment l'image. J'ai l'image de la cour, de l'école, on joue dehors, etc. J'ai vraiment l'image. Vraiment pour vous dire à quel point on n'était pas du tout nombreux, vraiment pas du tout, du tout. Rien à voir avec peut-être aujourd'hui où tu vois beaucoup plus de mixité ou de diversité, vous appelez ça comme vous voulez, mais ça n'a strictement rien à voir. Donc là, c'est la partie quand j'étais plus jeune. C'était franchement de manière globale, j'ai passé quand même une bonne enfance. J'ai passé une bonne enfance. Là, on arrive à la partie du collège. Alors le collège, entre le collège, le primaire et le lycée, le collège c'était mon banger. Le collège, mais j'étais un poisson dans l'eau. J'étais la reine du collège. C'était moi qui gérais. Non, franchement le collège, j'allais au collège, j'étais dans mon territoire. J'étais dans mon territoire. Déjà j'avais un caractère qui faisait que t'allais pas m'écraser. Ça c'est clair. Moi je m'en foutais de savoir qui t'étais, d'où tu venais, je m'en fous. En sachant dans mon collège, il y avait des gens du voyage, il y avait des Noirs, des Arabes, il y avait toute communauté qui était là. Mais moi, c'était pas mon problème. Moi, j'étais là, tout le monde savait qui j'étais. On savait qui j'étais. C'était, je vous dis ça, j'avais 12 13 ans, mais j'ai l'impression que c'était un truc de ouf. J'ai l'impression que c'était lourd. Moi, Rudy, c'est qui? C'est elle. En plus, j'ai un prénom particulier, j'ai un prénom de garçon. Donc, ce qui fait j'ai un prénom de garçon, j'étais déjà très grande à l'époque. Aujourd'hui, je fais 1m82. À l'époque, peut-être que je faisais déjà 1m70 alors que tout le monde faisait 1m40. C'était, euh, c'était, euh, c'était pas difficile de me louper. Donc, au collège, c'était cool. C'était cool. Mais le collège, c'est là où arrivent premières histoires d'amour. Je trouve que c'est au collège. En tout cas pour moi. C'est au collège et tout. Déjà, je me trouvais pas belle. Je me trouvais pas belle. J'avais l'impression de pas plaire. J'avais l'impression de pas plaire. Je voyais toutes les autres plaire, mais pas moi. Moi j'avais plein de potes mecs, mais une tonne de potes mecs. Je pense qu'il y en a un ou deux qui m'ont plu dans mes potes mecs, mais je n'arrivais pas à, à, à transformer l'essai, si je puis m'exprimer ainsi. J'arrivais pas à transformer l'essai. Ce qui fait que j'ai commencé un peu à faire des régimes pour perdre du poids, genre de mon côté.
je commençais à essayer de me maquiller, même si ma mère elle voulait pas. À l'époque là, à 13 ans, tu mettais pas de mascara. Hein. Maintenant, j'ai remarqué que là, les petits le font un peu plus. Mais à l'époque, 13 ans, moi j'ai mis du mascara. Je crois que ma mère elle m'a autorisé à mettre du mascara. J'avais juste du mascara. J'avais 15 ans. J'avais pas le droit sinon. Même pas de gloss. C'était genre du labello, du stick à lèvres. Sinon c'était rien du tout en fait. Donc j'avais beaucoup de mal avec ça, le fait de voir les gens autour de toi être en couple, alors qu'avec le recul, je me dis c'était pas tant que ça en couple en fait, hein. Pas tant que ça en couple, en tout cas en amourette, enfin en relation entre deux personnes. Le couple aujourd'hui, ça a pas la même pour moi ça n'a pas la même connotation. Mais à l'époque, en tout cas, moi je voulais juste être avec quelqu'un. Et je vais vous raconter l'histoire. C'est un ouf. Il y a un gars, il s'appelle Kevin. Ouais, je m'en fous, je sais même pas ce qu'il devient. Euh, je sais pas, je le trouvais trop beau et tout. J'ai encore son visage là, en fermant les yeux, j'ai encore son visage. Et il y avait son pote, bon ça je vais pas dire son prénom parce que je sais il va potentiellement écouter mon podcast. Et le gars, euh, je suis partie dire à une copine, je crois. Je suis partie dire à une copine qui est partie lui dire que ouais ma pote elle te kiffe. Bah, vous connaissez à l'époque, c'était un peu, ça marchait un peu comme ça. Le gars il a dit ok, bah qu'elle vienne en bas de chez moi, je sais plus quel jour. C'est pas, je suis arrivée, il est jamais sorti. Hey! Ce jour-là, j'ai pris mon train. Je suis arrivée en bas de chez lui, il est jamais sorti, alors qu'il savait que j'étais là. Parce que son pote, il a dit, ouais, t'inquiète, il arrive. Il est jamais descendu. Quelle humiliation. Quelle humiliation. Non, aujourd'hui, je rigole. Mais ça m'a piqué, hein. Franchement, ça m'a piqué. Je me suis dit, mais en fait, personne ne veut m'aimer. Oh là là, mais quelle tristesse. Allez, Rudy, fais-toi un câlin. Ça va aller. Ça va aller. C'était trop triste. C'était trop triste. C'était mon premier goumin. Oh là là. J'étais aussi amoureuse de Sébastien. Le frère d'Alexandre. Je le trouvais trop beau. Oh, qu'est-ce qu'il était beau à l'époque. Mon Dieu. C'était une catastrophe. Ah là là, j'étais trop amoureuse de lui. Bref, en tout cas, j'ai pas eu de mec au collège. Après, c'est pas forcément, ça veut pas dire que genre j'ai pas rencontré, que les gens n'étaient pas attirés par moi. Mais c'est un peu l'histoire de ma vie. Les gens qui sont attirés par moi ne m'intéressent pas. C'est c'est même pas une question de physique, hein. Ils ne m'intéressent pas. C'est niveau caractère, ça m'intéresse pas. Il y avait des gens très beaux qui m'ont accosté au collège et tout, mais ça ne m'intéressait pas. Moi, j'avais vraiment j'étais attirée comme la plupart des gens par les bad boys, bad boy, bad boy. C'était ça qui faisait battre mon cœur. Si là il y avait pas un peu s'il y avait pas un peu de de chamboulement, c'était pour moi c'était pas normal. Il fallait que ce soit tumultueux, sinon ça bougeait pas. Bref, ça c'est vraiment l'histoire mon histoire du collège. Ensuite, ben là on va rentrer je rentre dans le lycée. Je rentre à la période du lycée. Alors, j'ai refusé d'aller dans mon lycée de secteur. Pourquoi J'étais depuis la maternelle avec les mêmes personnes jusqu'au collège. De la maternelle au collège. C'est-à-dire qu'on va dire de trois à 4 ans jusqu'à 14 ans. En sachant que j'ai redoublé. Donc, je crois que ça va faire 15 ans, un truc comme ça. Avec les mêmes personnes. J'en pouvais plus, en fait. J'avais besoin de... Mon âme criait, va voir d'autres personnes. J'avais besoin de rencontrer d'autres personnes, j'avais besoin de rencontrer un autre état d'esprit. Franchement, je me souviens comme si c'était hier. Pour moi, c'était un nouveau départ, comme si un nouveau challenge. Pourtant, je suis quelqu'un qui aime sa zone de confort, mais là, j'avais besoin d'un nouveau challenge. Donc, bah là, c'est parti. Hein, je m'inscris, je vais dans un autre lycée et tout. Et là, c'est la découverte. Alors, le lycée, c'est pas été du tout ma meilleure période. J'ai pas du tout. Aujourd'hui, j'ai pas d'amis du lycée. J'en ai une. Qui m'est restée, c'est Amira, mais on s'est pas fréquenté on s'est pas fréquenté au lycée. On s'est fréquenté après le lycée. Au lycée, on s'est jamais calculé les jours, on s'est juste dit bonjour. Je me rappelle même pas de l'avoir vu au lycée pour vous dire. C'est parce qu'après, elle m'a dit, oh, j'étais dans le même lycée que toi. J'ai dit, ah bon? Mais je me rappelais même pas je vois un peu avec qui elle traînait et tout. Mais, c'est vraiment après où on est devenu vraiment amis. Jusqu'à aujourd'hui, c'est mon ami. Et pas du tout au lycée. Mais le lycée, c'était pour moi, c'était vraiment ça a été dur, mais aussi révélateur.
Révélateur parce que dans le lycée où j'étais, j'ai fait un lycée professionnel. Donc les lycées professionnels, en tout cas à l'époque, t'avais une population, comment dire, sans être réductrice. On va dire que dans un lycée, au lycée professionnel, dans mon lycée professionnel, il y avait beaucoup plus de personnes des grandes villes, de grosses villes. Donc les grosses villes aux alentours, c'était Massy, Évry. Pour ma part, c'était vraiment le lycée d'Évry, c'était vraiment les personnes d'Évry qui étaient beaucoup plus dans mon lycée. Il y avait Sainte-Geneviève, il y avait vraiment des plus grosses villes que les miennes. Donc déjà, je suis en mode, moi, je viens d'un petit cocon, je viens d'un petit village où le village, je sais même pas si on est 2000 habitants, je sais même pas combien il y a d'habitants. Et là, je me retrouve avec des gens qui n'ont rien à voir avec moi, en fait. Vraiment, qui n'ont rien à voir avec moi. Mais au final, ça m'a tellement fait grandir. Franchement, je me suis ouvert à d'autres cultures. Je me suis ouvert à ma propre culture, en fait, au final. Parce qu'il y avait des personnes, beaucoup de personnes de mon origine, en fait, euh, qui étaient en dehors de ma famille. Ce qui fait que, en fait, j'avais des potes congolais, j'ai rencontré des Ivoiriens, je connaissais même pas ce que c'était qu'un Ivoirien. Je savais même pas. J'ai rencontré vraiment, vraiment au niveau de l'Afrique, c'est là où j'ai rencontré le plus de personnes d'origine africaine. Et ça a été waouh en fait. Je me suis dit waouh, franchement il y a autant de diversité et tout, et vraiment ça a été une période pour moi d'ouverture d'esprit. C'est là où mon esprit s'est ouvert, c'est là où j'ai commencé vraiment à regarder ce qui se passait en dehors de mon cercle, en dehors de mon cocon, et mettre la tête vraiment, vraiment, vraiment dehors quoi. Donc ça a été vraiment, ça a été bénéfique pour moi, mais ça n'a pas été ma meilleure période le lycée. Ça a été quand même dur parce que, bah, comme je disais, je suis sortie de mon cocon, je suis sortie je rencontrais des personnes, déjà c'était beaucoup plus dur parce que bah t'es un bébé quand t'es au collège, là tu grandis un peu plus, donc les gens ont des caractères aussi très affirmés. J'avais pas d'embrouille ni quoi que ce soit, pas du tout, mais t'as plus en cours, par exemple, plus de on n'est plus dans le petit il parle en cours, c'est vraiment le gars s'embrouille avec le prof, tu vois. C'est beaucoup plus hard, on va dire. Et cette période-là, en fait, ça a été la période aussi où j'ai été entre fin collège et début et lycée, c'était la période où j'ai été le plus en colère. J'étais en colère tous les jours. Je sais pas comment vous expliquer. C'est même pas en colère, genre quand j'arrivais, j'embrouillais tout le monde, pas du tout. C'était au fond de moi, j'avais une colère que je ne comprenais pas en fait. J'avais une colère qui me dépassait tellement que bah, c'est là où je me suis mise à fumer, où j'ai jamais vraiment bu, mais c'est la période où je me suis mise à fumer des clopes. D'abord, j'ai commencé à fumer des cigarettes. C'est cette période-là où j'ai commencé à fumer, où j'ai commencé à pas à traîner avec des mauvaises personnes, parce que les personnes avec qui je traînais, c'était des personnes cool. Franchement, c'était pas des personnes qui m'engrainaient dans des trucs bizarres, pas du tout. Et ce qui est assez paradoxal, c'est que je me suis fait des amis. Les personnes que j'ai rencontrées au lycée n'étaient pas de mon lycée. C'était des gens du lycée, de mon lycée de secteur où je devais aller en fait. C'est n'importe quoi. C'est vraiment n'importe quoi. C'est n'importe quoi. Bref, donc ouais, le lycée, je vais pas m'attarder dessus parce que ça a pas été mon meilleur truc. En tout cas, bac en poche, je m'en vais et je voulais absolument faire de l'événementiel. Je savais pas que ça s'appelait pas l'événementiel à la base, c'était de la communication. C'est une école de communication qu'on faisait à l'époque, c'était pas aussi répandu que maintenant, mais j'ai toujours eu une appétence pour l'organisation. J'ai toujours été je suis assez bonne dans ça. J'ai toujours aimé faire ça. Sauf que je ne savais pas qu'on pouvait faire, qu'on pouvait en faire son métier en fait. Donc là, je me mets à chercher, etc. Et là, je trouve une école. Donc là, on passe encore dans une autre étape de ma vie. Je commence à aller à l'école à Paris. Ah, c'est encore un autre gap. Là, c'est encore un autre level. On est encore dans une autre sphère. Et là, c'est vraiment là où je découvre le monde. C'est pas là quand j'étais au lycée, je découvrais les autres cultures, je découvrais les personnes qui venaient des grandes villes. Mais là, moi, j'étais dans une grande ville. Moi, j'allais découvrir des gens vraiment, pour le coup, un autre style de vie, un autre style de vie, une autre façon même de parler, de s'exprimer,
une autre parle, un truc tout bête. Avant, je disais, quand c'est vraiment un exemple tout bête. Avant, je disais, à midi, on va manger ensemble. À partir de ce moment-là, je disais, ça te dit qu'on déjeune ensemble? Enfin, pour vous, ça vous paraît anodin, mais le soir, je dis, on va dîner. Enfin, il y a des termes que j'utilisais pas, que j'ai appris parce que j'ai commencé à être sur Paris et avoir des fréquentations sur Paris qui étaient complètement différentes de ce que j'avais pu connaître tout au long de ma vie. Donc je rentre dans cette école de communication et je vais en stage dans une boîte et là je rencontre la personne qui jusqu'à aujourd'hui, et je la considère comme ma grande sœur. Je citerai pas son nom, elle va se reconnaître. Cette personne m'a tout appris. Cette personne m'a tout appris. On a 10 ans d'écart. Donc quand je l'ai rencontrée, elle avait une trentaine d'années et elle m'a pris sous son aile comme si j'étais sa sœur en fait. Elle m'a pris sous son aile comme si j'étais sa sœur. Elle m'a fait grandir. En fait, rien que de penser à elle, je suis émue en fait parce que euh, elle m'a emmené, je lui serais reconnaissante à vie en fait. Je lui serais reconnaissante pardon à vie. Elle m'a emmenée dans des endroits où j'aurais jamais pu penser mettre mes pieds. Elle m'a fait rencontrer des gens que j'aurais jamais pu penser rencontrer. Elle m'a ouvert la porte de sa famille. Elle m'a ouvert la porte de ses amis. Elle m'a ouvert la porte de sa maison. Un moment dans ma vie, ça n'allait pas. Ça n'allait pas. Elle m'a laissé son appartement pendant 2 mois et elle est partie en vacances et elle m'a fait confiance en fait. Et, euh, et je lui serais reconnaissante à vie. J'ai un amour pour elle. Je lui dis pas, on se le dit pas forcément, mais j'ai un amour et un respect pour elle qui va au-delà de, 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 de l'explicable en fait. Vraiment, la rencontre de ma vie. C'est cette personne. Donc merci au passage, merci pour tout ce que tu es, tout ce que tu as été, tout ce que tu seras pour moi, parce que je sais que je peux toujours compter sur toi aujourd'hui. On n'a pas besoin de se voir tous les jours, on n'a pas besoin de s'appeler tous les jours, mais je sais qu'elle sera toujours là pour moi et vraiment c'est ces enfants, c'est mes filles en fait. Ces enfants, c'est mes filles, c'est mes bébés. J'ai vu ces filles grandir, j'ai vu ces filles devenir ce qu'elles sont aujourd'hui et vraiment c'est 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 quelqu'un pour qui j'ai beaucoup d'admiration et vraiment que j'aime du plus profond de mon cœur. Bref, c'était la minute émotion. Euh, et donc cette personne, je suis rentrée dans sa boîte et elle m'a appris le métier d'événementiel. Elle m'a appris le métier de l'événementiel, le métier de l'organisation, et vraiment ça a été une expérience aujourd'hui. Pour vous dire, c'était il y a presque 15 ans, c'est toujours sur mon CV. Vraiment pour vous dire à quel point ça m'a marqué. Alors que je fais plus du tout ça en fait. Je fais plus du tout ça. Je suis dans un truc complètement différent. Et mais je garderai cette expérience pour toujours dans 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 mon cœur en fait. Oui, donc j'arrive, on est désolé, me suis un peu égarée, c'était un peu la minute, enfin pas égarée, mais bon, c'était pas forcé, j'avais pas pensé à parler de ça et à dire tout ça. Euh, je fais cette école, je fais ce BTS où je vais pas jusqu'au bout pour X raisons. Donc je vais travailler au musée du Louvre et je rencontre Grâce, actuellement une de mes meilleures amies, qui est toujours dans ma vie. Donc je vais travailler, mais dans l'optique de reprendre mes études. Je me suis toujours dit, je vais reprendre mes études, je vais pas rester. C'était le but de ma vie, le but de reprendre mes études et de pas forcément rester à être caissière, sans vouloir manquer de respect. Moi, en tout cas, c'était pas mon aspiration. Je me dis, bah, comme la communication, j'arrive pas à trouver d'alternance, je vais faire un BTS assistant manager. Je fais un BTS assistant manager, pardon, et je rencontre en premier lieu celle qui est toujours mon amie aujourd'hui. On a eu des différends, mais c'est passé. Euh,
celle qui est aujourd'hui mon amie. Je sais pas si je vais citer son nom, elle se reconnaîtra. Parce que si je cite son nom, elle, là, elle va me faire un scandale. Elle voudrait pas que je... Mais pourquoi tu parles de moi? Mais pourquoi? J'ai pas envie. Euh... Et on a décidé d'habiter ensemble avec une troisième personne aussi pour qui j'ai beaucoup de respect. On a décidé de faire une coloc à 3. Et là, c'est là où je quitte le foyer pour de vrai. Et la première fois en fait que je quitte le nid familial et que je vais habiter en coloc. Et là, j'étais encore dans le mood effrayé. J'étais encore la petite fille qui était dans son petit cocon et qui était un peu dans son petit univers, etc. Quand j'ai déménagé, avant de sortir, j'ai commencé à sortir de chez moi, je crois au bout d'un mois. Mais quand je dis sortir de chez moi, c'est juste d'aller faire des courses. Je ne sortais pas de chez moi tellement j'avais peur de la population. En plus, je suis partie habiter dans une grosse ville. J'étais pas à Paris intramuros, j'étais à côté. Dans une grosse ville, ça m'a fait flipper. Vraiment, ça m'a fait flipper. J'étais pas bien. Je l'ai jamais dit aux filles, mais j'étais pas bien. Les premières semaines, c'était dur. Après, c'est passé. Mais les premières semaines, c'était hyper dur. J'y repense et tout. Franchement, c'est une de mes meilleures expériences, la coloc. Ça a duré 2 ans, je crois. 2 ans, ouais, de grosses années. Ensuite, bah, la coloc, le groupe s'est séparé. Voilà, le boys band a mis fin à son contrat et chacun est rentré chez soi. En tout cas, il y en a une qui est partie habiter avec son copain. En fait, elles sont toutes les deux à habiter avec leur copain à l'époque. Je dis pas de bêtises. Il y en a une qui est retournée chez sa mère. Et moi aussi, je suis retournée chez ma mère. En tout cas, il y a un truc comme ça, un micmac comme ça. Donc, je suis repartie habiter chez mes parents. Et cette période-là, ça a été ma petite sœur Cindy est partie à ce moment-là. Je suis revenue chez mes parents, je devais avoir j'avais quel âge? 26 ans, un truc comme ça. J'avais 26 ans et là ma petite sœur part en fait. Donc en fait, ce qui fait que je me suis retrouvée avec la dernière, avec Daisy. Et ça a été pour moi un bon moment. J'ai pas été plus jeune, j'étais une sœur dure. J'ai été surtout avec Cindy, j'ai pas été très cool. J'étais dans mes propres démons, mes propres tourments, on va dire. Je me suis excusée, vous inquiétez pas, j'ai fait le taf de guérison. Euh, j'ai vraiment fait, ouais, j'ai vraiment fait ce travail, mais j'étais dure. Oh là 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 là. J'ai toujours cette image. Un jour, ma petite sœur, elle était en primaire. Un jour, elle est venue, elle m'a dit, oui, on a regardé Harry Potter. C'était les premiers. Vous savez, Harry Potter, quand ça venait de sortir, là, c'était chaud. Ils avaient regardé à l'école des sorciers. Je crois qu'elle se souvient même pas de cet épisode-là, tellement j'avais été méchante. Et elle me dit, ah, ils ont fait une blague et tout, c'était ça. J'ai dit, ouais, je m'en fous, c'est nul. Ah, mais c'est vrai que d'en parler, ça me brise le cœur. Ça me brise le cœur. Bref, elle est partie. Elle est partie faire ses études. Elle a pris son appartement. Enfin, elle avait son logement étudiant, etc. Et moi, bah, je suis restée avec ma petite sœur Daisy. Donc, ça nous a grave rapprochés. Daisy et moi, on a 8 ans d'écart. C'est quand même assez conséquent. Et franchement, c'est là où on a vraiment. C'est à ce moment-là où moi, j'ai commencé vraiment à, à emprunter la voie de la spiritualité et du christianisme. C'est là où vraiment j'ai commencé. Je pense que c'est là vraiment où j'ai commencé la quête de soi sans savoir que j'ai commencé la quête de soi. Euh, donc avec ma sœur, on a vraiment alors aujourd'hui avec Cindy, on s'entend très très bien. Ça n'a rien à voir comme quand j'étais petite. On s'entend très très bien. Bien sûr, comme toute relation, des moments elle m'agace et des moments où je l'agace. Mais au-delà de ça, il n'y a pas de gros conflits. Avant, quand on était plus jeune, oh là là, on pouvait ne pas se parler pendant un an. Hein. C'était simple, efficace. On se parlait pas. Parce que Cindy et moi, on a des caractères complètement différents. On n'a rien à voir. Niveau caractère, on n'a rien à voir. Et bah justement, je pense que ça m'a poussé à, quand je suis repartie habiter chez mes parents, à ne pas faire la même erreur avec la dernière, et avec Daisy. J'appelle la dernière parce que c'est la dernière, la pauvre. Ma jeune sœur Daisy. J'ai essayé de pas reproduire les mêmes erreurs. Donc, j'ai voulu être une sœur un peu plus à l'écoute, une sœur un peu plus moins dans le jugement, même si je l'ai jugée. Il y a des choses où j'étais pas très cool, mais je suis pas parfaite. Mais en tout cas, j'étais vraiment dans une démarche de faire, d'être une meilleure grande sœur. J'espère avoir plus ou moins réussi. Tu nous diras Daisy dans les commentaires, s'il te plaît, mets un commentaire. Mais en tout cas, ouais, c'était
C'était une période où vraiment je me suis vraiment rapprochée de de Daisy et on a créé vraiment une relation où on peut tout se dire. En tout cas, j'essaye de tout lui dire et j'essaye de faire en sorte qu'elle puisse me dire des choses sans se sentir jugée et sans tabou. Bref, là, entre le Covid, alors, entre-temps, j'ai été embauchée, j'ai été dans la boîte où je suis actuellement, clairement. Je suis entrée, j'étais en 2018, on est en 2025. Aujourd'hui, les gens diraient que c'est un exploit, mais moi, je kiffe mon taf. Donc, j'arrive dans cette boîte en 2018. Entre-temps, ben, je change de poste, etc., etc., etc. Et là arrive le Covid. Donc là arrive le Covid. Alors comment j'ai vécu le Covid? Moi, j'étais en télétravail. Personnellement, j'avais quand même ma petite routine. J'ai eu une période très stressante où j'étais vraiment stressée. J'étais angoissée, mais je savais pas que c'était de l'angoisse à l'époque. C'est maintenant que je le sais. Euh, mais dès que tout s'est rouvert, fin 2020, après le deuxième confinement, dès que tout s'est rouvert, en vrai, c'est parti. J'ai fait ma vie. Et cette période-là, en fait, c'est la période où j'ai décidé d'acheter. Je vais vous expliquer un truc très simple. Pourquoi j'ai acheté? Parce que les gens, quand on dit qu'on est propriétaire ou quand je dis que je suis propriétaire, déjà la première phrase c'est t'as de l'argent. Je vais être très transparente avec vous. J'avais 1500 € de côté. J'avais 1500 € de côté. Il y a deux choses qui expliquent pourquoi est-ce que j'ai acheté. J'ai acheté vraiment, sans filtre et sans vous mentir, j'ai acheté parce que pour louer, c'était une tannée. Pour louer, il fallait 3 fiches de paye à je sais pas combien. Il fallait faire des visites. Fallait donner des dossiers complets. Fallait attendre. Fallait te faire refuser. Et moi, ça m'intéressait pas. Donc en vrai, j'ai été locataire une seule fois dans ma vie quand j'étais en coloc et j'ai plus jamais été locataire de ma vie. Mais c'est pas un flex en soi d'être propriétaire, hein. Croyez-moi, hein, vu les charges que je paye et les taxes foncières que je paye tous les ans, c'est pas un flex. Chacun fait ce qu'il veut. Moi, j'ai vraiment acheté. Je pense que j'aurais été locataire. J'ai toujours voulu acheter parce que mes parents sont propriétaires et que j'ai vu des gens être propriétaires autour de moi et que je sais que c'est un avantage. Il y a quand même des avantages à être propriétaire. On vous dise pas le contraire. Mais je pense que j'aurais attendu avant d'être propriétaire. J'aurais pas acheté avant 30 ans. L'opportunité s'est faite, donc j'ai acheté avant 30 ans. J'ai acheté dans le but c'est pas le seul bien aujourd'hui que que j'aimerais avoir. J'aimerais en avoir d'autres. Ça a commencé par celui-là et là où je vis d'ailleurs. Mais vraiment, je voudrais vraiment rassurer des trentenaires qui pensent qu'ils sont pas propriétaires, c'est la fin du monde. Pas du tout. Donc, mes parents sont devenus propriétaires à 50 balais, hein. Ils n'ont pas été propriétaires avant. Donc, dites-vous, déjà, c'est pas un but en soi. C'est pas la fin du monde. Et si vous avez 30 ans, vous avez encore le temps. Et tout dépend dans quelle optique vous voulez acheter. Moi, toujours voulu acheter seul. J'ai pas voulu acheter avec quelqu'un. Donc, en vrai, ça me posait pas de problème. Il y en a qui préfèrent acheter avec quelqu'un. Donc, si tu es tout seul, oui, c'est vrai que tu vas te mettre la pression. J'ai envie d'acheter un bien, mais j'ai envie d'être avec quelqu'un. Donc là, oui, c'est un autre schéma d'achat. Mais en tout cas, pour en revenir sur le projet d'achat, vraiment, ne vous mettez pas la pression. Si vous voulez que je fasse un épisode sur comment je suis devenue propriétaire et comment est-ce que les démarches, etc., etc., c'est avec plaisir. En tout cas, moi, j'ai acheté en 2020. Les taux d'intérêt n'étaient pas du tout les mêmes. J'ai acheté à un taux dérisoire. Aujourd'hui, ça n'existe plus et ça n'existera plus. J'ai acheté à un peu plus d'1% de taux d'intérêt. Donc, aujourd'hui, c'est un autre niveau. Aujourd'hui, c'est autre chose. Aujourd'hui, c'est autre chose. Mon bien, je l'ai acheté pas très cher, vu que les taux étaient très bas. Donc, rapidement, j'achète en 2020, j'emménage en 2021. 2021, j'ai 30 ans. Vraiment, j'ai 30 ans. Là commence la remise en question. C'est pour ça que je vous dis que la crise de la trentaine, pour moi, elle existe. Je sais pas si vous l'avez passée. Dites-le en commentaire. Mais moi, je l'ai passé et je l'ai passé durement. Très, très durement. Donc, en 2021, j'ai 30 ans. Je fête mes 30 ans. À cette époque, il n'y a rien de fou. Je me prépare à reprendre mes études parce que je veux un master.
Donc je me prépare à reprendre mes études. Donc ça, avec mon employeur, on est à la recherche de l'école, etc. Ça se passe bien. Je suis bien installée chez moi. Moi, je me dis bon bah j'ai 30 ans là, peut-être que je me pose sérieusement en fait, que sérieusement je suis dans une histoire sérieuse, sérieusement, que j'ai quelqu'un avec qui je peux construire un avenir, construire une histoire. Et donc je rencontre des personnes, mais je vous ai dit, je suis quelqu'un pas de compliqué parce que j'aime pas ce terme-là. Je suis pas compliqué, mais j'ai des schémas qui se répétaient beaucoup. Pour pas rentrer dans les détails, parce qu'il y a il y a l'épisode sur le célibat qui a été tourné et on y répond dedans, mais je répète le même schéma. Je répète le même schéma des personnes que j'attire et qui m'attirent, mais avec lesquelles ça peut pas fonctionner en fait. Je dis pas que c'est des personnes bien ou pas bien, c'est même pas le débat, c'est que on se correspond pas. Donc je suis un peu dans cette quête de me dire oh là là ça y est j'ai envie de trouver quelqu'un etc. Donc 2021 ça se passe, 2022 au début 2022 franchement flex. Je travaillais un peu dans la boîte d'événementiel à laquelle j'ai commencé. Comme je vous disais au tout début, je travaillais un peu pour elle de temps en temps sur certains trucs. Et là, 2020, octobre 2022, patatras. Octobre 2022, je me lève un matin, la boule au ventre. Je me lève littéralement la boule au ventre. Je, je sens qu'il y a quelque chose qui va pas. Je sens qu'il y a quelque chose qui va pas. Mon corps me dit, il y a quelque chose qui ne va pas. Je suis stressée, j'ai la boule au ventre. Je me lève tant bien que mal, c'était un vendredi. Je m'en souviens comme si c'était hier, c'était un vendredi, je m'en souviens très bien. La boule au ventre et tout. Je laisse quelques jours passer et tout. J'appelle ma mère pour la prévenir. Je lui dis, écoute maman, je sais pas ce qui se passe, mais là je me sens très stressée. Très stressée. Pourtant, bon après je me suis dit, bon, j'avais repris l'école, je me suis dit, bon peut-être que c'est à cause des études, c'est stressant, c'est fatigant. J'étais à la Sorbonne. Donc c'est quand même une grosse université. J'étais à Sorbonne, ouais, c'est une grosse université. Il y a quand même pas mal de choses à rendre. Il y a quand même le stress. Je me dis tout ça. J'ai travaillé aussi à côté. J'avais pas arrêté de travailler. J'étais quand même salariée dans ma boîte. Donc ça veut dire que j'avais quand même des grosses journées, reprise d'études et travailler. Je peux vous dire c'est costaud. Hein. Même si je me dis j'ai pas d'enfant et tout, en vrai je peux être concentrée sur ça, pas du tout. C'est quand même une grosse organisation. Et donc je commence à avoir des symptômes, donc j'appelle ma mère, je lui explique tout ça, et tout. Elle me dit bon, écoute, bah, viens te reposer à la maison, histoire de, voilà, viens souffler et tout. Je vais en une semaine chez mes parents. Là, on est en novembre. Je me mets en arrêt maladie, ce qui m'arrive jamais. Je me suis mise en arrêt maladie une fois, c'était parce que je me suis fait opérer. Sinon, je m'étais jamais mis en arrêt maladie. Je me dis non, là c'est chaud. Je me dis là c'est chaud, je comprends pas. Je pleurais tout le temps, j'étais triste, mais j'étais joyeuse d'un coup. Après, j'étais pas bien. Je dormais de ouf. Un jour, j'ai dormi de 23h à 16h. De 23h à 16h. C'est-à-dire que je me suis même pas levée pour faire pipi. J'ai dormi pendant, je vais même pas faire le calcul. C'était une dinguerie. Ma mère est trop mignonne. Je lui dis, oh là là, mais maman, mais regarde quelle heure il est et tout. Regarde à quelle heure je me réveille. Mais non, mais ça veut dire que t'étais très fatiguée. Bah oui, maman, oui. J'étais tellement fatiguée que j'ai dormi plus de 12 heures. Super. C'était vraiment, ah, mais ce jour-là, j'étais sur le cul. Franchement, j'étais choquée. Mais là, et là, je me dis, bon, allez, c'est bon, on va aller voir le médecin. Là, il m'avait mis en arrêt parce que je lui ai dit que j'étais fatiguée. Mais là, je dis, là, je vais aller voir le médecin pour parler, en fait, pour savoir ce qui va pas. J'ai besoin de faire des examens. Il me dit, ben ça va dans votre vie, etc. Je dis ben ouais, moi j'ai repris mes études, je suis propriétaire, fini et propriétaire. Je vais trop la poser. Je suis bien dans ma vie, j'ai des projets plein la tête, etc. Il me dit, vous savez, la dépression, c'est pas quelque chose de facile. Je dis oh, comment ça moi je suis en dépression? Je dis, je suis pas en dépression. Il me dit, mais vous pleurez, vous êtes triste, des fois vous êtes ça, vous êtes comme ça, vous dormez beaucoup. J'ai dit, franchement, j'ai dit, docteur, si j'étais en dépression, je vous le dirais, je suis pas déprimée en tant que telle. Je ne suis pas déprimée. Et là, j'ai un truc pour moi, c'est Dieu qui me dit de le dire.
il y a quelques semaines de ça, avant, j'ai remarqué que je perdais mes cheveux. C'est-à-dire que je mettais ma main comme ça dans mes cheveux et je perdais des touffes de cheveux. Mais vraiment des touffes. C'est-à-dire que je faisais juste ça, j'avais mes mains remplies de cheveux. Je pouvais pas me brosser les cheveux, en fait. C'était impossible. Et je lui dis, mais docteur, moi, je perds mes cheveux. Il me fait, ok, d'accord. Bon, il me dit déjà, sachez qu'un antidépresseur, ça met plusieurs semaines avant de marcher. Donc, si vous voulez, parce que lui, il est pas chaud pour donner des anxiolytiques. Les anxiolytiques, les benzodiazépines, c'est tout ce qui est contre l'anxiété, etc., les angoisses. Mais à ce moment-là, je savais pas que je faisais de l'angoisse. Moi, j'étais juste stressée, en fait. Je savais pas que je faisais des crises d'angoisse. Et les crises d'angoisse, c'est quelque chose. Il me dit, bon, écoutez, en attendant, je vais vous faire des examens. Vous allez faire vous perdez vos cheveux, d'accord. Vous allez faire un contrôle de la thyroïde. Donc, vous faites, on va faire une, une écho de la thyroïde, plus une prise de sang, ça s'appelle la TSH. Et on va vérifier la T4. La T4, la T3, la TSH. Je dis, OK. Prise de sang. Déjà, je commence par faire la thyroïde, l'échographie. Ils me disent, il y a des nodules. Il y a des nodules, mais pas cancéreux. Donc, en vrai, je me dis, bon, bah, très bien, bon, il y a des nodules, je sais même pas ce que ça voulait dire. Il me dit pas cancéreux. Moi, j'entends juste que c'est pas cancéreux. Pour moi, bon, c'est pas ça, en fait. Et là, on fait la prise de sang et on voit la TSH, elle est plus bactère. Plus bactère. C'est-à-dire qu'en fait, la TSH, donc, c'est le taux je sais pas comment, j'ai pas envie de dire de bêtises médicales, mais en gros, par la prise de sang, la TSH, tu vas savoir comment est-ce qu'elle fonctionne ta thyroïde. J'essaie de vulgariser le truc. Quand elle est basse, tu es en hyperthyroïdie. Quand elle est haute, tu es en hypothyroïdie. Et moi, elle était très basse. Je crois que il fallait pas être en dessous de 50. J'étais de 0,50. Je crois que j'étais à 0,00000 quelque chose. Donc, elle était très basse. Quand elle est basse, tu vas faire la T4. Et la T4, elle va te dire comment est-ce que sont tes hormones. Et moi, elle était au plafond. Et quand ça monte, c'est que c'est pas bon du tout. Et donc là, on découvre la maladie de Basedow. Et la maladie de Basedow, en fait, c'est une maladie qui ressemble très fortement à une dépression. Mais quand je vous dis très fortement, c'est vraiment très fortement à une dépression. C'est tristesse. En fait, je vais parler. Les filles vont peut-être vont comprendre ce que je dis. Euh, c'est comme quand vous êtes sous SPM, quand vous allez avoir vos règles et que vous êtes en colère, vous êtes fâché, vous pleurez pour rien. Bah moi c'était ça. C'est clairement ça. Tes hormones, tout est trop. Tout est too much. Tout est. Déjà que je suis assez dramatique. Alors ça, je vous l'ai même pas dit. Mais moi, je suis très dramatique comme personne. Mais alors là, plus ma thyroïde. Mais moi, la dramaturgie n'avait plus de secret pour moi. J'étais la meuf théâtrale que je pensais être. Vraiment. C'était, tout était too much. Tout était excessif. Quand je pleurais à foison. Quand j'étais contente de ouf. J'étais essoufflée parce qu'il y a le souffle aussi, il y a tout ça, parce que en fait, il y a vraiment une tonne de symptômes. Moi, j'étais essoufflée dès que je montais les escaliers. Mais quand je dis escalier, c'est vraiment les escaliers du premier du rez-de-chaussée de chez mes parents au premier étage. J'allais même pas au deuxième. J'étais déjà essoufflée. J'étais, euh, j'étais, euh, j'étais essoufflée. Je dormais de ouf. J'étais épuisée tout le temps. Alors, par contre, le symptôme le plus impressionnant, c'est la perte de poids. J'ai perdu 15 kilos j'ai perdu 15 kilos en 4 semaines. En 4-5 semaines, j'ai perdu 15 kilos. Et pourtant, je mangeais comme un bœuf. C'est-à-dire que je buvais du coca toute la journée. En fait, c'est comme si ton corps, à l'intérieur, il était toujours en speed. Il était toujours en train de courir. C'est comme si je faisais du cardio toute la journée, tout le temps, tout le temps. Parce qu'en fait, mes hormones sécrétaient tout en trop, en fait. Et donc là, c'est là que j'ai décidé. Moi, c'était là ma crise. Ma crise de la trentaine, elle a commencé là. Elle a vraiment commencé là. Et j'ai pris en fait cette maladie pas en mode je suis abattue. Bien sûr que c'est dur, je vais pas vous mentir. Bien sûr que c'est dur. Je vais pas faire semblant que quand j'ai appris cette maladie, je me suis dit ah je vais travailler sur moi. Pas du tout. J'en ai pleuré, j'en ai chialé. Je me disais mais en plus j'étais repartie habiter chez mes parents pendant un an. J'avais laissé mon appartement. J'ai dû arrêter l'école. Euh, Arrêter l'école, c'était pas le plus dur parce que je me suis toujours dit que je reprendrais l'école et que c'était pas une fin en soi. Je suis quelqu'un d'assez optimiste sur certains trucs, pas sur tout.
sur la totalité. Mais sur certains trucs, je suis assez optimiste, donc c'était même pas ça le plus difficile. Le plus difficile, c'était d'être enfermée dans la chambre toute la journée parce que je pouvais rien faire. En fait, je pouvais vraiment rien faire. Sortir de chez moi, je faisais des crises d'angoisse. Conduire, c'était impossible pour moi. J'étais incapable de conduire. Incapable, j'étais trop angoissée. Je faisais des crises d'angoisse juste à penser que je devais conduire. Je faisais une crise d'angoisse juste à penser de marcher. Mais je me forçais toujours. Par contre, ça, c'est un truc où je m'interdisais de m'abattre. Même si c'était dur de sortir, quand je faisais des crises d'angoisse, je sortais. Quand j'ai compris que je faisais des crises d'angoisse et que j'ai compris comment ça fonctionnait, déjà, j'ai compris que ça allait pas me tuer. De deux, j'ai compris que c'était pas elle qui dominait, l'angoisse. Et de trois, j'ai compris que j'étais malade. Quand j'ai compris ça, j'ai décidé tous les jours de sortir pour marcher. Même si c'était 10 minutes, j'ai décidé de marcher. J'ai décidé de conduire. Et après, petit à petit, et avec le traitement, ça s'est stabilisé. Aujourd'hui, je n'ai plus cette maladie. Mais tout ça pour revenir au fait que c'est là où, pour moi, ça a été vraiment la crise de la trentaine. Où je me suis dit, ok Rudy, la maladie te dit de t'arrêter. Parce que je pouvais rien faire. La maladie me disait, Rudy, arrête-toi, tu ne peux rien faire. Donc je me suis arrêtée et j'ai fait l'introspection de ma vie. De 1991, du 4 juillet 1991. Bon, vous avez compris, vous avez capté, quand j'étais petite, je m'en souviens pas, quand j'étais bébé. Mais en tout cas, de celle que j'étais toute jeune à 2000, l'époque c'était 2022-2023. Et c'est là que j'ai entamé ma thérapie. C'est là que au début, j'ai entamé ma thérapie pour arrêter d'avoir des crises d'angoisse, pour arrêter d'en avoir. Ce qui a marché, hein, parce qu'aujourd'hui, j'ai pas d'angoisse. Je fais plus de crise d'angoisse depuis un moment. On m'a donné les billes, on m'a donné les clés, on m'a donné, euh, les raisons. Quand j'ai compris les raisons de mes angoisses, mais ça a changé ma vie. Ça a changé ma vie. Et donc, j'ai décidé de travailler sur moi, d'aller au plus profond, du plus profond, du plus profond, du plus profond de ma personne. C'est-à-dire qu'il y a des façons dont je fonctionnais qui étaient juste le résultat de traumas, de blessures, d'incompréhension, de rejet, de peine, de perte, de douleur que j'avais enfui en moi. Et à un moment, je vous ai dit que j'étais quelqu'un de très en colère. Mais en fait, j'étais quelqu'un de très triste. J'étais triste. Euh, j'étais triste de je vais essayer de pas rentrer dans des détails parce que je veux pas heurter qui que ce soit et vraiment je veux blesser personne. Mais les actes, les paroles ont des conséquences sur les enfants. Les paroles ont des conséquences sur les enfants et surtout quand on est ado, c'est là où en fait, avec les hormones, tout se révèle un peu en fait. C'est pour ça, ne soyez pas dur avec les enfants que vous voyez, qui sont tout le temps en colère, qui font tout le temps des bêtises, qui font tout le temps. Posez-vous la question plutôt, ne vous dites pas c'est son caractère, mais qu'est-ce qui s'est passé. Posez-vous plutôt la question de qu'est-ce qui s'est passé dans sa vie, qu'est-ce qui fait que aujourd'hui il réagit comme ça, pourquoi est-ce qu'aujourd'hui il n'arrive pas à être comme ci, comme ça, et accompagnez-le. Ne soyez pas dur en fait avec cette personne-là, parce qu'on a tous un passé. Aujourd'hui, aujourd'hui avec le recul, avec l'âge, bien sûr, euh, il y a beaucoup de choses que j'ai compris. On ne donne que ce que l'on a. On ne donne que ce que l'on a reçu. Et je ne pouvais pas attendre de certaines personnes de me donner des choses qu'ils ne savaient même pas faire eux-mêmes, en fait. Qu'ils n'avaient même pas reçu. Qu'ils n'avaient même pas, ils n'avaient pas les codes pour pouvoir me les transmettre derrière. Donc, aujourd'hui, aujourd'hui, je suis vraiment dans une quête pas une quête de moi. C'est un mot, j'aime pas ce mot. Comment est-ce que je pourrais dire ça? Déjà, j'essaye d'être en adéquation avec moi. C'est ce que j'essaye tous les jours d'être en adéquation avec moi. J'essaye de me mettre des challenges. Ce podcast, c'est le challenge de ma vie, clairement. C'est le challenge de ma vie parce que ça me sort de ma zone de confort. Moi, je suis quelqu'un, j'aime bien être dans mon petit métro boulot dodo entre guillemets. J'aime bien ma petite vie routinière. Là, ça me sort de la zone de ça me sort pardon de ma zone de confort.
ça me confronte à mes traumas, en fait, à mes peurs du rejet, à mes peurs du regard des autres, à ma peur du jugement. Je sais que les gens, quand ils me voient en premier abord, ils peuvent se dire, ouais, Rudy, elle est grave sûre d'elle, elle est grave confiante. Quand on me voit, les gens vont se dire, mais cette Gaule, elle est déterminée de ouf. Moi, qu'est-ce que je vais lui apporter? Qu'est-ce que je vais lui apprendre? Les apparences sont trompeuses. Je suis pas du tout comme ça. Je suis quelqu'un d'assez, j'allais dire timide, mais les gens qui me connaissent, ils vont dire, quoi? Mais pas du tout. Elle est pas timide, elle, c'est une mytho. Je vais dire que je suis quelqu'un d'avenant. Je suis quelqu'un de très avenant, mais je vais peut-être avoir du mal à montrer ma vraie part, la vraie personne que je suis, pardon. À part si je connais bien mon environnement. Donc ce podcast, ça me challenge. Voilà, je suis prête au challenge maintenant. Je sors de mes zones de confort. À 33 ans aujourd'hui, je vais bientôt avoir 34 ans. N'oubliez pas de me souhaiter 4 juillet. Merci, parce que je vous l'ai répété plusieurs fois que je suis née le 4 juillet. Oui, le 4 juillet. 4 juillet 1991. Le jour de l'indépendance américaine, le 4 juillet. Ça y est, il est 18h, moi je suis KO. C'est pour ça que je dis qu'à 30 ans, il y a ce truc où il y a une remise en question. Moi, la maladie, ça a été la remise en question. Parce que ça m'a poussé à m'asseoir, en fait. Ça m'a poussé à m'asseoir. Faut pas avoir peur d'aller dans ces profondeurs. Faut pas avoir peur d'aller voir ces zones d'ombre, ces zones qu'on n'a jamais visitées, ces zones qui nous ont blessés, qui nous ont fait du mal. Dites-vous, elles vous feront pas plus de mal qu'aujourd'hui qu'hier, en fait. Il faut traverser ça. Moi, j'ai ma psy un jour, elle m'a dit, Rudy, tu traverses ça, c'est pour le mieux. Tout ce que tu traverses, c'est pour le mieux. En fait, dites-vous ça. Tout ce que vous traversez, c'est pour quelque chose de mieux. C'est pour quelque chose de meilleur. J'essaie de trouver un exemple là comme ça, qui me vient pas d'ailleurs. Mais tous les jours, quand je regarde un peu hier, je me dis j'ai fait un pas. Quand je regarde hier, j'ai dit oh je suis meilleure qu'hier. J'ai une meilleure façon de penser. Aujourd'hui, je suis plus du tout en colère. Aujourd'hui, j'ai fait la paix avec les personnes avec qui je devais faire la paix. Aujourd'hui, je suis pleine de projets, je suis pleine de rêves. Aujourd'hui, j'aspire à de grandes choses pour ma personne. J'ai appris à m'aimer. Je me trouve belle, je me trouve bien. Je fais 1m80 et ça, pendant longtemps, ça a été un complexe. Aujourd'hui, quand je marche la tête haute. Mais tall girl, n'ayez pas honte de celle que vous êtes. Soyez fiers de marcher la tête haute. Ne soyez pas courbés, Vous faites 1m80, c'est pas pour rien, c'est pour que tout le monde vous regarde parce que vous êtes des pépites. C'était pour les tall girls. Pour les petites personnes, je vous laisse les gens de petite taille vous dire des conseils. Bref, en tout cas, j'espère que cet épisode, il vous a plu. Moi, ça m'a fait grave du bien de raconter ça. Je suis pas rentrée dans les détails parce que, comme je vous ai dit, j'ai pas envie de heurter qui que ce soit avant de vous faire un épisode vraiment sur la santé mentale, sur le bien-être à soi, sur ça. Il faut que j'en parle quand même à quelques personnes pour leur prévenir, pas pour leur demander leur accord, mais pour les prévenir que je vais sûrement parler de notre histoire parce que je peux pas venir parler de mon histoire sans parler d'autres parce que forcément mon histoire est liée à d'autres personnes. En tout cas, j'espère que cet épisode vous a plu. N'hésitez pas à me le dire en commentaire. N'hésitez pas à me donner des sujets sur lesquels vous voulez qu'on parle. Après, j'ai plein de sujets qui arrivent, mais n'hésitez pas. Merci pour tous vos encouragements et je vous dis à très vite. Ciao. Merci d'avoir écouté 1991, des questions d'une génération. Si cet épisode t'a parlé, n'hésite pas à le partager, à l'envoyer à des potes ou à le garder pour les jours où tu te poses 1000 questions. Dis-moi aussi ce que tu en as pensé. Commente, donne ton avis, j'adore lire tes commentaires. On se retrouve dans 2 semaines, même endroit, même vibe. D'ici là, prends soin de toi.